Bonsoir. Cette semaine, une délégation sud-africaine fait le tour de quelques capitales africaines après les récentes violences xénophobes visant les Africains établis au pays de Nelson Mandela. La mission, conduite par un ancien ministre, a rencontré en premier lieu le président Muhammadu Buhari du Nigeria, dont les citoyens ont été parmi les étrangers les plus visés dans ces dernières violences. Le mandataire de Cyril Ramaphosa a présenté les excuses de l'Afrique du Sud et réaffirmé que les migrants étaient toujours les bienvenus dans son pays. Cela après la vague d'indignation sans précédent qui a suivi ces attaques qui ont d'abord ciblé les camionneurs étrangers accusés d'occuper les emplois des Sud-Africains avant de s'étendre. Qu'est-ce qui explique la récurrence des attaques xénophobes en Afrique du Sud? Cette offensive de charme de Pretoria portera-t-elle ses fruits? Ces violences remettent-elles en cause les idéaux panafricanistes sur le continent? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités. Bienvenue à tous. Depuis 2008, les migrants africains en Afrique du Sud sont périodiquement visés par des attaques dans des grandes villes comme Johannesburg, Pretoria et dans le KwaZulu-Natal. En plus des pertes en vies humaines, beaucoup voient leurs années de labeur partir en fumée. Les auteurs de ces violences accusent les étrangers de voler leurs emplois, de se livrer à la vente de drogue et à la prostitution. Retour avec Salwa Jafari sur une situation qui commence à irriter beaucoup sur le continent. Tout a commencé le dimanche 1er septembre quand un incendie toujours inexpliqué s'est déclaré dans le centre-ville de Johannesburg, tuant 3 personnes. Très vite, les esprits s'échauffent et la foule s'en prend à des commerces tenus par des étrangers, notamment congolais et nigérians. Les violences se sont d'abord concentrées dans la capitale économique. Elles se sont ensuite propagées à Pretoria. Le président lance un message pour stopper l'hémorragie. Aucune colère, frustration ou de grief ne peuvent justifier de tels actes de destruction aveugle et de criminalité. Il ne peut y avoir aucune excuse pour les attaques contre les domiciles et les entreprises des ressortissants étrangers. Les immigrés sont accusés de tous les maux, vol, trafic de drogue, plus globalement de voler les emplois des Sud-Africains. Des arguments ancrés dans une société accablée par l'insécurité, la pauvreté et le chômage. Mais les étrangers refusent d'en être le bouc émissaire. Ils disent que les Nigérians vendent de la drogue, mais la corruption a commencé avec la police et les agents de l'immigration. Ils connaissent les trafiquants de drogue, pourquoi ne les arrêtent-ils pas? Ils savent quoi faire. Comment est-ce que la drogue arrive en Afrique du Sud sans le consentement de la police ou de l'immigration? Difficile d'écouter la voix de la raison quand les images d'immigrés persécutés par leurs bourreaux, les véridiques et les fausses, tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, WhatsApp en sont envahis. Un vent de haine et de revanche s'empare de la toile. Les Sud-Africains sont tourmentés à leur tour, au Nigeria notamment. De nombreuses personnalités ont appelé au boycottage total des entreprises sud-africaines, tels que le fournisseur de programmes télévisés DSTV ou le géant de télécom MTN. Nous manifestons contre ce que le gouvernement sud-africain fait aux Nigériens. Nous ne sommes pas heureux parce que nous sommes de bons citoyens et nous travaillons en partenariat avec eux. Ils possèdent le grand centre commercial, ils possèdent MTN, ils possèdent GoTV. Nous sommes fatigués de tout ce qui se passe. Cette flambée de violence prend une tournure continentale. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dénonce des attaques abjectes. Le président nigérian dépêche un envoyé spécial à Pretoria. Le calme est finalement revenu mercredi dans les rues de Johannesburg, qui restent sous haute surveillance policière, et les commerces sont timidement commencés à rouvrir. Cyril Ramaphosa reprend la parole. Tous les étrangers sont les bienvenus en Afrique du Sud. Beaucoup de ses compatriotes ne sont pas du même avis. Les paroles de leur président sont-elles en mesure de les amadouer?
Une chose est sûre, l'Afrique du Sud a déjà été le théâtre de violences similaires et son économie est en souffrance. Son taux de chômage cette année est de 29%. Voilà, merci beaucoup Salwa. Et pour le débat, nous avons 4 invités. Avec moi ici en studio, Alix Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chercheur à Africa Center, basé ici à Washington. Nous avons Athanase Karayenga, analyste politique, qui est avec nous de Lyon en France, toujours en France, mais à Marseille. Marc Bafou, fondateur et ex-président de l'organisation African Diaspora Forum. Et de Johannesburg, Gabriel Ertis, chargé de la cohésion sociale à Africa Diaspora Forum. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Alors, Gabriel, justement, je démarre avec vous, puisque vous êtes sur place. Est-ce que les membres de la diaspora se sentent aujourd'hui rassurés par les dernières déclarations du président et par l'envoi de cette délégation dans quelques pays africains? Merci de m'avoir reçu sur votre émission. Pas tout à fait. Donc, ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Hein. Depuis 2008, on était avec notre fondateur, ancien président Marc Bafou, ensemble en 2008. Ça a commencé, ça nous a surpris en 2008, ça a continué en 2015. Et puis depuis 2015, c'est 2016, 2017, 2018. Et cette année, au début de cette année, maintenant, il y a 1 semaine, 2 semaines à passer. Donc, chaque fois que ça s'est passé, je me rappelle qu'en 2008, le président d'antan, c'était Thabo Mbeki, ça lui a pris au moins 2 semaines avant de réagir. Avec le président Ramaphosa, c'est la même chose. Donc, malgré que lui, au moins, il s'est excusé, il a présenté des excuses, c'est un peu quand même du nouveau, mais ce n'est pas vraiment rassurant. Il faut des actions, des actes concrets. D'accord. On pourra revenir sur les actes si vous le permettez. Marc, est-ce que cette mission suffit à calmer la colère notée dans plusieurs pays du continent et rassurer les migrants? Nous, on est en train de dire au niveau de l'ADF que cette mission, c'est une moquerie de tous les continents. C'est se moquer de tous les continents que d'envoyer une mission hors de l'Afrique du Sud alors que les violences se passent là. On n'envoie pas une mission à l'intérieur du pays pour calmer les gens, mais on envoie une mission à l'extérieur pour aller faire une plaidoirie pour que l'Afrique du Sud devienne le dirigeant de l'Union africaine en 2020, en janvier 2020. Nous disons que c'est une moquerie. L'Afrique du Sud, depuis 2008, n'a jamais voulu traiter cette question de manière concrète. Pourquoi aujourd'hui, en Afrique du Sud, le racisme a baissé? C'est parce qu'il y a des lois qui protègent tout le monde. Et dans un pays, dans chaque pays, c'est les lois qui protègent tous les citoyens qui y vivent. Mais depuis 2008, donc à peu près 11 ans maintenant, que les migrants sont tués, certains brûlés vifs, des gens sont égorgés en public. Il n'y a pas une seule loi qui sort de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud pour dire c'est lui qui tue, c'est lui qui s'attaque à un migrant. Voilà la loi qui va s'apprendre à lui. Voilà, vous estimez qu'il faut faire plus. Merci Marc. Alors Athanase, comme Marc et donc Gabriel l'ont dit, ce n'est pas la première fois que des violences dirigées contre des étrangers sont notées en Afrique du Sud, mais cette fois, la réaction sur le continent a semblé plus vive et plus générale. Pourquoi, selon vous? En raison notamment de l'efficacité des réseaux sociaux, parce qu'il y a quelques années, on entendait des événements de ce même type, mais cette fois-ci, on les vit en direct, qu'on soit à Moscou, à Paris, ou à Washington, ou à Tokyo. Et cette émotion est tout à fait légitime, parce que
ces violences sont absolument insupportables. C'est une honte, pas seulement pour les criminels qui le font, mais pour le pays de l'Afrique du Sud, certainement. Ça ne donne pas une bonne image pour le pays, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez dire? Absolument. D'accord. Alors, Alex, beaucoup sur le continent reprochent à l'Afrique du Sud un manque de reconnaissance, n'est-ce pas, à cause du soutien que ces pays-là ont apporté à l'ANC durant l'apartheid. Vous pensez qu'il faut voir le problème à ce niveau? Je pense que en partie, oui, mais je doute du fait que les personnes qui ont participé à ces violences le voient de cet angle-là. Je ne pense pas qu'ils y pensent. C'est vraiment la première chose qui leur vient à l'esprit. Je pense que pour eux, comme l'a dit le reportage un peu plus tôt, c'est cette perception que leur vie est difficile, que le chômage est très élevé et en particulier que leur vie à eux, dans les quartiers les plus pauvres de Johannesburg et de Pretoria, le gouvernement n'est tout simplement pas suffisamment présent pour donner à ces populations les services dont elles ont besoin, notamment la sécurité, l'éducation pour les enfants, les services de santé, etc. Et c'est plus facile pour ces personnes de s'en prendre aux étrangers plutôt que d'aller vers les autorités elles-mêmes pour demander que ces services soient en effet délivrés. Alors, Gabriel, certains Sud-Africains disent que des étrangers se livrent à des activités criminelles. Est-ce que le trafic de drogue est un vrai problème au sein de certaines communautés, même si cela n'est pas acceptable, la violence, hein, cela n'explique pas la violence, mais est-ce que c'est un fait? Gabriel, vous m'entendez? Je crois qu'on a perdu Gabriel. Je vais vous poser la même question à vous, Marc Bafou. Vous avez vécu en Afrique du Sud pendant longtemps. Est-ce que cette justification qu'en fait, ils sont à la recherche de trafiquants de drogue, est-ce que c'est une justification que vous voyez? Écoutez, c'est comme celui qui veut tuer son chien va l'accuser d'avoir la rage. Nous, ce qu'on a dit jusque-là et qu'on a répété à tout le monde, c'est qu'effectivement, dans toute société, dans toutes les communautés, il y a des gens qui se comportent contrairement à ce que l'on voudrait dans une société. Malheureusement, dans la communauté migrante d'Afrique du Sud, il y a des gens qui vont se livrer à ces deals de drogue. Mais ce n'est pas même 2% de la population migrante. C'est quand on prend un seul migrant, ça devient un tollé dans tout le pays. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Et c'est même la police, ce sont les autorités sud-africaines qui vont venir braquer les caméras sur le seul migrant qui a été pris et dire que voilà le criminel. Et comme il le fait, toute la communauté migrante le fait. Et nous, on a dénoncé cela, que la criminalité n'a pas de nationalité. Et que nous déplorons le fait que quand un migrant est pris dans cette criminalité, c'est médiatisé partout, alors que le criminel, puisque c'est la police qui sait où les retrouver, si vous prenez un criminel, envoyez-le en prison. On n'a pas besoin de braquer les caméras sur lui avec un pays qui connaît cette discrimination-là. C'est ce qu'on a toujours dit, mais malheureusement... tout le temps, disons, cette discrimination. Alors, Gabriel, on me dit que vous êtes de retour. Pourquoi certains Sud-Africains voient toujours l'étranger, notamment l'étranger africain, comme une menace? En fait, ça fait 25 ans que l'apartheid a été terminé, mais le peuple sud-africain, surtout les Noirs sud-africains, n'avaient jamais eu la chance de rencontrer d'autres personnes. Ils vivaient dans des quartiers ou bien dans des villes éloignées de tout le monde, en groupe, ce qu'on appelait les Bantoustans. Après l'année 1994,
Ils sont entrés dans les villes, ils ont eu la chance d'être émancipés et ils ont rencontré d'autres personnes qu'ils ne connaissaient pas avant. Donc, on n'a pas eu la chance d'être éduqués sur d'autres cultures, d'autres communautés et c'est pourquoi ils ont toujours peur de l'étranger, de celui qu'on ne connaît pas. D'accord, merci. On est obligé d'aller un peu plus vite malheureusement. Athanase, l'Afrique du Sud a quand même la deuxième économie du continent et pourtant son taux de chômage est à plus de 25%. Est-ce que le problème ne se situe pas à ce niveau? Pas seulement, parce que beaucoup a été dit, mais il y a une chose qui revient tout de même dans les violences qu'on voit. Les Noirs sud-africains n'ont pas eu la chance, comme dit Gabriel, je pense, de connaître l'Afrique, de connaître le combat que les Africains ont mené avec l'ANC notamment, pour lutter contre l'apartheid. Et souvent, moi quand je suis allé en Afrique du Sud plusieurs fois, on me disait, mais où étiez-vous quand nous battions? Mais nous nous battions avec eux aussi. Ce qui fait que je crois qu'il y a un malentendu, il y a une sorte vraiment de désamour entre l'Afrique et l'Afrique du Sud. Les problèmes de chômage, il y en a partout. Ils ne justifient en aucune manière une criminalité aussi épouvantable. Ils ne justifient en aucune manière la haine, le racisme contre les autres Noirs africains. C'est impossible. D'accord, merci beaucoup Athanase. Alors, nos téléspectateurs ont été également très nombreux à réagir sur notre page Facebook. On a par exemple Don Jonas Kanyinda à Mbujimaï en RDC qui dit « Je ne pense pas que cette mission réussira à calmer la colère parce que ce n'est pas la première fois. En 2008 et 2014, les mêmes violences s'étaient produites. » Douglas à Luanda en Angola dit que cela peut réussir au plus haut niveau parce que la politique africaine ne concerne que les présidents, pas la population. Il faut que l'Union africaine prenne des sanctions sévères contre l'Angola et l'Afrique du Sud. Et James Mawaya à Kitenge en RDC pense que les autorités sud-africaines sont à la base de tout ce qui est arrivé. Pourquoi ne pas prendre des mesures contre l'Afrique du Sud? Et Santos à Conakry en Guinée estime que l'Afrique ne peut plus compter sur l'Afrique du Sud pour la résolution des conflits sur le continent ou pour apporter une quelconque aide humanitaire. Voilà donc quelques-unes des nombreuses réactions. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Abdurrahman Dia à la présentation. Avec moi, ici en studio, Alex Boucher, chercheuse à Africa Center, ici à Washington. Et Athanase Karienga, analyste politique, qui est avec nous de Lyon en France. Et toujours en France, mais à Marseille, Marc Bafou, fondateur et ex-président de l'organisation African Diaspora Forum, et de Johannesburg, Gabriel Hertis, chargé de la cohésion sociale, également à Africa Diaspora Forum. Ces dernières violences ont provoqué la peur au sein des Africains étrangers vivant en Afrique du Sud. Plus d'une centaine de Nigérians fuyant les attaques xénophobes sont arrivés à l'aéroport de Lagos la semaine dernière. La compagnie aérienne nigériane privée Air Peace a quitté Johannesburg avec à bord 178 évacués. Et cette semaine encore, d'autres Nigérians ont quitté l'Afrique du Sud, direction le Nigeria. C'est un récit de Blanche Sano. Ils se sont précipités à l'aéroport de Johannesburg avec leur famille et le peu de bagages qu'ils ont pu récupérer. Je suis content quand même parce que je vais dans mon pays. Bien que je n'ai pas pu accomplir ma mission ici, je pars. C'est mieux de rentrer chez moi vivant que mort.
Après un processus de vérification biométrique effectué par le service d'immigration du pays, un groupe de Nigérians a embarqué à bord du vol gratuit d'Air Peace à destination de Lagos. Nous avions tous peur. C'est comme s'ils passaient de maison à maison à la recherche de Nigérians. Dans l'actuelle Afrique du Sud, l'apartheid continue toujours, sauf que cette fois-ci, il ne s'agit pas de ségrégation des Blancs ou des Noirs, mais de l'oppression entre frères africains. Au total, 640 Nigérians vivant en Afrique du Sud se sont inscrits pour prendre les vols offerts par la compagnie aérienne. Rose Uzoma, citoyenne de la République démocratique du Congo, a embarqué dans l'avion avec ses 5 enfants, laissant derrière elle son mari nigérian. Même si je ne suis pas nigériane, je suis heureuse d'être ici à Lagos avec mes enfants, car ce que j'ai vu en Afrique du Sud était terrible. Ces 4 derniers jours, je ne pouvais pas dormir à cause de la peur d'être tuée ou attaquée, et que mes enfants soient tués ou brûlés vifs. Je suis vraiment soulagée d'être nigérien en ce moment. L'offre d'Air Peace de rapatrier les Nigérians a été approuvée par le gouvernement d'Abuja qui avait haussé le ton face à la dernière vague de violences xénophobes en Afrique du Sud. Le président Muhammadu Buhari se rendra en Afrique du Sud le mois prochain pour rencontrer son homologue Cyril Ramaphosa. Voilà, merci beaucoup Blanche Sanou. Alors, Alex, on l'a vu, le Nigeria a procédé à un rapatriement volontaire de ses ressortissants. Vous pensez que les dégâts peuvent être réparés au vu des ressentiments qu'on a vus? Je pense peut-être, oui, si les autorités sud-africaines réussissent à faire passer le message de manière crédible que les migrants sont évidemment toujours les bienvenus. L'Afrique du Sud est un des pays qui accueille le plus de ressortissants africains sur le continent, environ 2 millions. Et je pense qu'il y a des raisons évidentes pour lesquelles les autres citoyens africains quittent leur propre pays pour rejoindre l'Afrique du Sud. Justement, une économie comme celle de l'Afrique du Sud a forcément besoin de main-d'œuvre. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en plus d'accueillir ou d'ouvrir ses portes, mais aussi pourvoir une formation de qualité aux citoyens pour qu'il n'y ait pas ces conflits? Oui, évidemment, il faut aider les Sud-Africains eux-mêmes à pouvoir accéder à l'emploi, comme je le disais tout à l'heure, accéder à une vie sûre, une école de qualité, etc. Et ça devrait être vraiment une priorité pour le président Ramaphosa et le gouvernement sud-africain. Tout à fait. Alors, Athanase, ces violences ont provoqué des tensions entre Pretoria et certaines capitales africaines, notamment Abuja. Pensez-vous que ces incidents peuvent saper les idéaux du panafricanisme? Écoutez, j'ai passé une nuit chez des amis communs avec Myriam Makeba au Burkina Faso il y a quelques années. Elle nous racontait qu'elle avait 25 passeports diplomatiques que les pays africains lui offraient généreusement pour qu'elle puisse se mouvoir librement partout sur le continent africain. Beaucoup d'Africains, Sud-Africains, Noirs surtout, ne savent pas tout le rôle que toute l'Afrique